Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 mars 2017. Le titre du jour est La hausse des taux US se précise. En effet, suite à la publication de très bons chiffres économiques aux États-Unis, encore une fois, eh bien, la probabilité d'une hausse de taux au vu des Fed Funds atteint désormais les 100% en mars. Il y a donc de plus en plus de chances que la Fed monte ses taux la semaine prochaine, mercredi 15 mars, ou bien au pire qu'elle botte en touche et qu'elle dise qu'elle le fera très certainement la fois suivante. Contrairement à 2015 ou 2016 où la Fed laissait traîner cette possible hausse de taux et où elle l'a réalisée en fin d'année, ici nous avons le spectre de l'inflation qui monte très rapidement. Et la Fed doit absolument tenter de monter les taux quand elle le peut et avant que l'inflation soit trop forte. Elle pourrait donc potentiellement le faire la semaine prochaine. C'est ce qui tire les taux longs aux États-Unis, c'est ce qui tire le dollar américain à la hausse et c'est ce qui globalement fait que les opérateurs sont confiants sur ces marchés. Alors je lis je lis un peu partout que plus la probabilité d'une hausse de taux aux États-Unis augmente, plus cela pourrait peser sur les indices boursiers. Mais à mon avis, ça, ce sont des constats que font les journalistes. Effectivement, il y a 2 ans, quand la Fed parlait de monter ses taux, ça pouvait déstabiliser les marchés et ça pouvait faire pression sur les indices américains. Mais vous l'aurez remarqué, ce n'est plus du tout le cas. Désormais, lorsque la Fed nous parle de hausse de taux, c'est parce que l'économie va bien et donc c'est parce que le scénario d'une reprise économique, d'une poursuite de la performance économique des États-Unis est possible. Donc voilà, gardez bien cela en tête, c'est pas parce que les États-Unis vont monter les taux que ça va faire baisser les indices. Au contraire, si la Fed monte ses taux, c'est qu'elle considère que la macroéconomie va bien. Si la macroéconomie va bien, on voit mal pourquoi les indices chuteraient. Donc voilà pour cette introduction. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, voici un avertissement sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'à partir de demain, je reprendrai les graphiques dans mes émissions. Dans cette émission, nous allons voir ensemble les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis. Je répondrai bien évidemment à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les publier dès maintenant. Alors, en termes de mouvements intraday, il est à noter que sur les 4-5 dernières séances, le S&P 500 a retracé 100% de son chandelier haussier de mercredi dernier. C'est-à-dire que mercredi dernier, on a eu une éjection par le haut aux États-Unis, des cassures de résistance et une accélération. Mais suite à cette accélération, eh bien, la hausse n'a pas perduré. Au contraire, c'était potentiellement un excès haussier qui a par la suite été corrigé par une consolidation. Cette consolidation s'est faite sur les 4-5 dernières séances. Elle s'est faite sans volatilité, sans brusque, sans peur. Le S&P 500 a retracé donc 100%, il est venu prendre appui sur la zone des 2360-2365 points et il reste fermement, fortement haussier au-dessus de ce prix. Le DAX, lui, s'est approché des 11 900 points, il a positivement réagi, il est de retour sur les 12 000 points, il est toujours haussier, il est toujours soutenu. Quant au CAC 40, je vous indiquais ce matin qu'il était sur support et qu'il avait touché les 4 935 points. Depuis, il a repris 0,6% et il retrouve les 4 960 points. Donc globalement, on a des indices américains qui sont peut-être allés un peu vite, un peu haut mercredi dernier, qui consolident et qui sont revenus sur support, qui ont positivement réagi. Le DAX et le CAC sont revenus sur support ce matin et ont positivement réagi. Donc, j'aurais tendance à utiliser les plus bas du jour comme des pivots clés pour la suite. C'est-à-dire que tant que le CAC, le DAX, le S&P 500 sont au-dessus des plus bas que l'on a inscrits ce jour en séance, 4 935 sur le CAC, 11 900 sur le DAX et 2 360 sur le DAX, au-dessus de ces seuils, on est haussier. Si on casse ces supports, on passerait de haussier à neutre, on passerait potentiellement dans un marché correctif.
C'est quelque chose qu'attendent les investisseurs, certains investisseurs depuis 4 mois et qui n'a pas eu lieu. Ce n'est pas parce que le temps passe que la probabilité d'une correction augmente, mais voilà, restons sur le qui-vive. C'est aussi au-dessus de ces supports, et puis si finalement ces derniers venaient à casser, eh bien enfin, après 4 mois de hausse discontinue, les vendeurs prendraient potentiellement enfin la main. On notera des faiblesses sur les cours de l'or noir qui réalisent un nouveau plus bas sur le pétrole WTI à 52,2 dollars. Donc comme je vous le disais ce matin, on a eu un double échec lundi-mardi sous les 53 dollars. Ce jour, on bloque toujours dessous et en plus il y a les stocks à 16h30. Pour l'instant, les vendeurs tentent de prendre la main et confirmeront ou non le mouvement correctif à 16h30. Comme je vous l'ai déjà expliqué, si on doit baisser à 51 dollars, on a un support, c'est la zone des plus bas de l'année. À 50 dollars, on a un seuil psychologique. Donc il se pourrait, même si l'on baisse, qu'on arrive rapidement sur des supports. Si au contraire, après les stocks, on devait regagner les 53 dollars et clôturer au-dessus, alors c'est que les acheteurs reprendraient potentiellement la main et pourraient tenter de redémarrer la dynamique haussière en direction des plus hauts annuels à 54,6 dollars. Concernant l'or et l'argent, ça fait 2 semaines que l'on corrige. On arrive à proximité de supports journaliers, des pivots clés. Alors je n'aime pas utiliser les chiffres ronds, c'est pour ça que sur l'or, j'ai pris les 1190 dollars et non pas les 1200 dollars parce qu'un trou d'air est très vite arrivé. Donc tant que l'or est au-dessus des 1190 dollars, on peut être dans une correction de moyen terme avant de repartir à la hausse. Si on venait à casser les 1190 dollars la semaine prochaine, là c'est que potentiellement la baisse reprendrait de plus fort. Quant à l'argent, le pivot il est à 17,10 dollars. J'ai utilisé les 17 dollars, on n'est pas à 1% près sur cette zone de prix. Simplement, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 2 semaines, les cours des métaux précieux baissent. Ils approchent désormais de zones clés sur lesquelles ils pourraient potentiellement se stabiliser avant la fête de mercredi prochain. Toujours sur les matières premières, les cours du sucre brut matérialisent une potentielle ETE hebdomadaire, une épaule-tête-épaule, ce qui pourrait engendrer plus de baisse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais écrit sur la résistance des cours du sucre à 23 cents et on a quand même perdu plus de 20% par la suite. Puis les cours avaient rebondi en début d'année et là on est en train pour de bon de repartir de nouveau à la baisse. Donc les cours du sucre sont dans une tendance baissière désormais de court et de moyen terme. Et avec cette possible ETE hebdomadaire, ça pourrait encore aller plus bas. Les cours de la fève de cacao, on en a beaucoup parlé ces 2 dernières semaines. Ils bloquent sous la moyenne mobile à 20 séances. En fait, il y a 2-3 semaines, on a eu une réaction positive des cours du cacao sur les 1870 dollars. On a tenté de repasser au-dessus des 1970 dollars les plus bas de 2011. Les cours sont revenus tester les plus bas et ont positivement réagi la semaine dernière. Ils ont commencé à rebondir et à tenter de matérialiser un double creux, un double bottom. Mais les vendeurs ont repris la main ces dernières séances. Donc ça reste erratique, ça reste baissier. Si et seulement si on arrive à casser la moyenne mobile à 20 séances, à 20 jours et à clôturer au-dessus, alors on pourrait assister à un redémarrage, à une nouvelle tentative de rebond technique. Si par contre on reste sous la MM 20 jours, que vous dire, les cours sont baissiers, ils peuvent le rester. La paire USD-Yen nous indique à quel point le dollar est recherché. En fait, elle nous indique d'une part que le dollar est recherché et d'autre part que les indices boursiers sont haussiers. En effet, le fait que les opérateurs privilégient le dollar, c'est parce que la macro aux US est bonne et que les participants au marché anticipent une hausse de taux. Quant à la baisse du yen, elle est due à l'appétit pour le risque sur les marchés boursiers en général. Donc là, l'USD-Yen nous montre d'une part les indices haussiers, d'autre part de l'appétit pour le dollar. Enfin, on notera que malgré la force du dollar, eh bien, l'euro fait de la résistance. En effet, vous voyez le dollar néo-zélandais, le dollar australien, la livre britannique. Vous voyez aujourd'hui toutes ces monnaies baisser contre le dollar américain. L'euro, lui, ne baisse, mais que dans une moindre mesure, seulement 0,1% à 1,0555.
La raison est simple, c'est parce que nous avons rendez-vous avec la BCE demain et parce que l'inflation en zone euro est ressortie à 2% au mois de février, c'est-à-dire l'objectif de la BCE, les opérateurs s'attendent à ce que Mario Draghi commente cette inflation, nous dise ce qu'il en pense et potentiellement, parce qu'il y a de l'inflation, nous parle de tapering, c'est-à-dire une baisse du programme d'assouplissement quantitatif mensuel de la BCE. Je m'attends à ce que Mario Draghi nous dise que même si l'inflation a remonté, l'inflation core, elle, n'a pas bougé et qu'il faudra une inflation égale ou supérieure à 2% pendant une certaine période avant que la BCE ne bouge. Malgré tout, ça engendre une très nette surperformance de l'euro par rapport à la livre, à la UD ou NZD. L'euro d'ailleurs qui arrive à s'apprécier très nettement aussi aujourd'hui contre le yen. USD yen et euro yen montent de concert. Donc que vous dire là-dessus? Première information sur l'euro-dollar, on est dans un range entre 1,05 et 1,0630, donc à 1,0555 on est pile poil en plein milieu, donc très clairement on n'est ni sur un support ni sur une résistance clé. D'autre part, on est dans un range et avec la BCE, on pourrait avoir une sortie de ce range, donc j'aurais tendance à attendre cette dernière. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx 50, que voyez-vous? Eh bien, ce qui doit vous frapper, c'est que le secteur de l'énergie et de l'électricité baisse. On a E.ON, Eni, Total qui baissent. L'électricité est sous pression, EDF perd 8% aujourd'hui et le pétrole est sous pression et fait donc baisser Total. Quant aux hausses, qu'est-ce que vous remarquez? Pratiquement que des bancaires. Deutsche Bank, Société Générale, Generali, BNP. En gros, plus les taux sont susceptibles de monter aux États-Unis et de tirer également les taux en Europe, plus les taux montent, plus les marges des banques augmentent, plus les marges des banques augmentent, plus ces dernières sont recherchées. Donc même si une hausse de taux peut effrayer certains investisseurs, en soi, à court terme, c'est une bonne nouvelle pour les bancaires qui tirent à la hausse, qui représentent l'appétit pour le risque positif. Et ça, c'est clairement apprécié par les opérateurs. Côté statistique, le nombre d'embauches dans le secteur privé aux USA s'est établi à 298 000, au plus haut depuis 6 ans, dépassant de loin les attentes des analystes à 180 000 et marquant une nouvelle accélération après un mois de janvier déjà dynamique à 261 000. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que la macro est très bonne, les chiffres de l'emploi sont très bons. On dit habituellement qu'il n'y a pas de très forte relation, même s'il y a corrélation entre l'ADP et le NFP. J'en discutais tout à l'heure sur Twitter notamment, mais là, force est de constater qu'on a quand même 118 000 créations de plus qu'un consensus à 180 000. Donc très clairement, ce chiffre est excellent et augure potentiellement d'un bon NFP vendredi qui viendrait corroborer les Fed Funds et une possible hausse de taux. Ensuite, les permis de construire au Canada, pas aux USA, excusez-moi, c'est une faute de frappe, sont ressortis en hausse de 5,4% alors que le consensus attendait 3,1%. Bon chiffre pour le Canada. Le chiffre du jour, c'est 100. 100, c'est la probabilité d'une hausse de taux au mois de mars au vu des Fed Funds qui grimpent depuis une semaine, passant de 35 à 100%. J'espère que vous l'aurez compris. Côté entreprise US, Caterpillar perdait 2% avant bourse après un article du New York Times selon lequel un rapport officiel accuse le groupe de fraude fiscale et fraude comptable. Sienna perdait 2% également en avant-bourse après la publication de ses résultats marqués par un bénéfice ajusté et un chiffre d'affaires inférieur. Boeing pourrait se voir commander 30 avions 737 par le groupe chinois CDB Aviation, ce que devraient apprécier les opérateurs. Enfin, Urban Outfitter a annoncé des ventes records, mais malgré tout, le titre perd 8%. Ça arrive lorsque les opérateurs attendent mieux qu'un très bon chiffre. Et même si le chiffre sort excellent au plus haut, s'il n'est pas mieux que la meilleure des estimations, eh bien voilà, les opérateurs prennent des bénéfices. Ça avait été le cas sur Apple il y a 3 ans maintenant. Côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500, on notera plus forte hausse Humana dans le secteur de la santé et du bien-être qui réalise un nouveau plus annuel après avoir cassé ses records du 4e trimestre 2016. On notera également Viacom, le spécialiste des médias, qui a fait une réaction propre à $42, pivot pour la suite, haussier au-dessus, baissier dessous. Dans les baisses, on retrouve surtout des titres qui ont publié récemment et qui sont dans des tendances baissières, notamment suite à ces publications. On a d'un côté Endo, qui est une pharma,
et qui est baissière et qui continue de chuter, nouveau plus bas annuel. Même chose pour Frontier Communication, là c'est pas de la pharma, c'est le service de communication qui chute depuis ses récents résultats, qui reste sous pression en tendance baissière également. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a des marchés qui sont relativement calmes avant des échéances clés, la BCE demain, les NFP vendredi, la Fed mercredi prochain, les indices sont aussi au-dessus des pivots du jour. Le dollar est toujours recherché, preuve en est la hausse de l'USD Yen ce jour. L'euro, lui, fait de la résistance, il est donc peut-être une des monnaies les moins intéressantes à jouer contre le dollar. Concernant l'or, on approche d'une zone de soutien avant les échéances clés. Concernant le pétrole, à 16h30, nous aurons très certainement un décalage. Alors Damien me dit, bonjour Nicolas, comment expliquer la différence entre les chiffres de ce matin de la Fed d'Atlanta et une hausse probable la semaine prochaine? Cela semble peu cohérent. Damien, il n'y a pas que la croissance qui doit être prise en considération. N'oubliez pas aussi qu'il y a une certaine volatilité et saisonnalité sur les PIB aux États-Unis. Ce n'est pas parce que le PIB est à 1,3 en début d'année, comme il l'avait été en 2016, qu'il ne sera pas supérieur dans les trimestres à venir. La Fed d'Atlanta prévoit 1,3, mais peut-être qu'elle va revoir ses estimations à la hausse pour les trimestres suivants. Donc voilà, je suis comme vous un peu dubitatif, mais globalement on est sur une croissance autour de 1,5-2% aux États-Unis. Les chiffres d'emploi sont très bons, les chiffres des PMI sont très bons, les indices de confiance des consommateurs et des investisseurs sont très bons. Donc globalement, malgré cette révision à la baisse de la Fed d'Atlanta de ce matin, qui est un petit bémol, eh bien la macroéconomie pourrait permettre, si la Fed le souhaitait, de monter les taux d'intérêt, et ce, sans forcément brusquer les opérateurs. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci pour vos questions et je vous retrouve demain matin à 10h pour la matinale. Au revoir à tous.